Ce que je ressens depuis ces 20 dernières années, c'est que la doctrine nationale, c'est-à-dire la pensée française, n'est pas souveraine. Nous, on n'avait pas cette culture-là et on paye en fait ce manque de clairvoyance pour moi, que en fait, c'est une sorte de compétition internationale et que si on n'est pas souverain, on ne sera pas maître de notre destin. Bienvenue dans David Opère, l'émission qui donne du souffle à la medtech française. Avec mes invités, on parle des blocages, mais aussi des solutions pour développer le business. Et aujourd'hui, je reçois Dominique Pont, le DG de La Poste, Santé et Autonomie. Alors Dominique, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comment La Poste est passée d'un service postal à un service de soins ? La Poste, c'est une entreprise qui date de Louis XIV, donc ça fait 6 siècles qu'elle distribue du courrier. Et avec l'arrivée de la technologie et du numérique, en l'espace d'une décennie, elle perd son cœur de métier. Le courrier n'existe plus. Donc c'est une entreprise qui est devenue vraie entreprise à capital public, avec l'État et la Caisse des dépôts qui sont actionnaires de la Poste, a fait toute une mutation, se diversifiant dans plein de secteurs d'activité. La banque, avec la banque postale, l'assurance avec la CNP, la logistique, avec DPD, tout ça là. Et ensuite a décidé de se diversifier vers deux choses, le numérique, souverain, le numérique de confiance, et les services de proximité humaine. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les nouveaux services, et c'est le futur du groupe La Poste. Et aujourd'hui, le groupe La Poste, c'est un grand groupe de 35 milliards, 250 000 personnes, et le courrier ne représente plus que 15% de l'activité. Et oui, et donc ça veut dire qu'il faut aussi transformer les métiers à l'intérieur de la société. Il faut transformer les métiers, puis capitaliser sur une histoire de confiance entre les Français et le groupe La Poste. Donc les sujets de santé à domicile, de prévention, de bien vieillir, d'accompagnement des populations les plus vulnérables, c'était un sujet qui était assez naturel dans l'histoire du groupe. Et du coup, La Poste a racheté quelques startups dans le domaine du numérique. Combien? 5, 6? On a fait l'acquisition de sociétés spécialisées dans la santé à domicile, donc ce qu'on appelle des prestataires de santé à domicile. Donc on en a racheté 2 qui s'appellent Asten et Diadome. On a racheté des services d'aide et d'accompagnement à domicile, c'est des auxiliaires de vie pour l'aide à la vie quotidienne, notamment pour les seniors. On a racheté des boîtes qui sont des plateaux infirmiers de télésuivi, télésurveillance, tout un tas de services humains ou retour à domicile après une hospitalisation. Et tout ça, c'est un pôle aujourd'hui d'à peu près 8000 personnes. On a lancé ça il y a un an et demi, donc ça va vite, on fait beaucoup d'acquisitions. Et à côté de ces services humains très prosaïques, très au contact des populations vulnérables, moi je voulais développer un axe aussi très tech, hyper high-tech autour du numérique. Et donc là, on a fait l'acquisition de pas mal de sociétés, Maincare, qui est un éditeur de logiciels hospitaliers, des boîtes de télésuivi, télésurveillance. On a racheté 5 ou 6 qu'on a fusionné dans une société qui s'appelle Careside, une boîte spécialiste de la data de santé qui s'appelle Eva, qui est la première boîte qui fait des études en France pour la Big Pharma et la MedTech sur les bases de données de l'assurance maladie. J'ai racheté une boîte de conseil en santé qui s'appelle Wellium et je m'appuie surtout sur la filiale du groupe La Poste qui s'appelle DocaPost, qui est quand même un leader français du numérique qui pèse 1 milliard de chiffre d'affaires, 8000 personnes et qui me développe tout un tas d'infrastructures, d'intelligence artificielle, de cloud souverain, tout ça dédié à la santé. Donc l'ensemble aujourd'hui, c'est un pôle de 10 000 personnes qu'on a lancé il y a 1 an et demi. Ouais, donc ça va vite. Ouais, je trouve ça assez fabuleux et bravo pour ça. J'ai détecté un vrai sujet qui est qu'aujourd'hui, les hôpitaux et les cliniques n'achètent pas français. Aujourd'hui, les hôpitaux cliniques, chaque année, achètent pour 35 milliards de matériel médical, mais aussi de prestations numériques, donc la health tech, et une infime partie, c'est-à-dire 10%, revient aux PME françaises. Est-ce que tu avais conscience de ce sujet? Tu sais, j'ai dirigé pendant 15 ans un hôpital à Toulouse, donc je vois exactement de quoi tu parles. Et pour le dire d'une autre façon, donc un peu plus avec le cœur, moi je suis très connu pour être un militant de la souveraineté en santé. La souveraineté, déjà pour les établissements de santé eux-mêmes, qui pour beaucoup sont rachetés eux-mêmes. Tu vois, des cliniques, des labos de biologie, des centres de radiologie. Voilà. Tu parles de Ramsay, par exemple? Ramsay, Elsan, Vivalto, progressivement, en fait, toutes ces boîtes-là, puis c'est pareil pour les labos de biologie, c'est racheté par des fonds qui ne sont pas forcément des fonds français. Donc, en quelque sorte, l'argent des hôpitaux, donc l'argent de la sécurité sociale, donc l'argent des Français, parce que c'est l'argent des cotisations sociales, sert
des fonds et qui ne sont pas forcément les fonds français. Donc en fait, on ne recycle pas l'économie de la santé dans notre pays en matière d'un point de vue économique. Tout ça, c'est un énorme sujet, ça c'est sur les offreurs de soins. Le deuxième sujet, effectivement, c'est sur les offreurs de technologie. En gros, dans le budget d'un hôpital, la moitié du budget ou du chiffre d'affaires, c'est la masse salariale. 30%, c'est les médicaments et les dispositifs médicaux. Sur ça, déjà, quasiment, tu n'as plus aucune boîte européenne quand tu passes des marchés. Et après, tu as des outils numériques. Bon, et quand tu dis européenne, c'est française ou... Non, mais même européenne. Même européenne. Donc c'est américain. C'est trusté par les Américains. Aujourd'hui, tu commences à avoir des Chinois. Medtronic, Boston, Abbott, Biotronic, tout ça, c'est que des boîtes américaines quand tu achètes du dispositif médical. Et donc, en gros, on n'a pas su créer en France une industrie autour de la pharma et de la medtech. Et quand tu es hospitalier, tu es obligé d'acheter des dispositifs médicaux pour tes patients et des médicaments. Donc là, on a perdu ça. L'autre point quand même sur lequel on pourrait faire ce que tu dis, c'est-à-dire imposer en fait de l'achat français, c'est surtout le reste. La technologie de la petite PME d'innovation ou la technologie du numérique, franchement, moi je serais pour être coercitif. Pour être coercitif et de dire maintenant c'est plus possible, c'est l'argent des Français, ça doit se recycler dans l'économie française. Et alors concrètement, ça se matérialiserait comment ? L'imposer dans les achats hospitaliers. Avoir des règles où tu gagnerais des points sur les appels d'offres, ne serait-ce que parce que tu produis, que tu es une boîte à capital français ou européen. Après, c'est des doctrines qui doivent être au niveau national. C'est-à-dire, on devrait imposer un quota, c'est-à-dire 20% par exemple d'achat dans les appels d'offres, comment ça pourrait se matérialiser ? Moi, ce que je pense, c'est que dès lors que c'est de l'argent public, de l'argent des cotisations sociales, s'il y a une alternative française européenne, s'il y a une solution française européenne, on devrait l'imposer. Et ensuite, il y a tout un tas de cas d'usage où on n'a pas aujourd'hui la technologie en France ou en Europe, où là, tu pourrais dire, à ce moment-là, tu cherches à l'extérieur. Pourquoi tu dis française et européenne ? Parce que quand je vois l'Allemagne, eux, leur préférence nationale, elle est à hauteur de 30%. Et donc, ils ont réussi à conserver un morceau de leur industrie medtech. A contrario, les États-Unis, c'est 75%. Hein. Parce que mon intuition, c'est David, c'est que là, ça se voit, tu raisonnes PME, start-up, tu vois. Mais le fond de la souveraineté française, elle va se jouer aussi avec des gros industriels. Et les gros industriels, tu les trouveras à une échelle européenne ou sur des consortiums européens. Et donc, en fait, c'est pour ça que je dis toujours souveraineté française et européenne. Pour une start-up ou pour un petit logiciel, tu peux faire de l'achat franco-français. Imagine, par exemple, l'hébergement de toutes les données de santé des hôpitaux sur du cloud souverain, qui soit du même niveau qu'AWS ou que Microsoft Azure. Tu pourras avoir ça que sur des gros consortiums d'industriels européens. Et c'est là-dessus que se joue aussi notre souveraineté. Tu vois, une société comme Rocamed, qui est spécialisée dans la chirurgie viscérale et urologique, ils font un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions d'euros. En France, ils doivent faire à peu près 3-4 millions d'euros. Ils trouvent leur salut sur des marchés européens alors qu'ils ont tout pour satisfaire les hôpitaux et les cliniques. Quels sont les blocages qui font qu'aujourd'hui, une medtech, même si ce n'est pas une grosse ETI, n'arrive pas à vendre sur le territoire Sous la national. pression économique des hôpitaux, je suis bien placé, je dirige un hôpital, tu as une pression économique énorme, donc réduire tes coûts d'achat, c'est un enjeu énorme. Quand tu as face à toi des grandes multinationales américaines, les Medtronic sont des leaders mondiaux, ils ont un portefeuille d'actifs, de dispositifs médicaux, de solutions, mais gigantesques. Donc quand ils arrivent et qu'ils te disent « mais moi, si sur l'ensemble de ces actifs-là, vous m'en prenez tant », les remises sont gigantesques et jamais tu auras, d'un point de vue prix, une offre à l'échelle française, de boîtes françaises à 40 millions. C'est des boîtes qui, Medtronic, ça vaut des centaines, ça vaut 40 milliards. Donc, tu vois, et donc par rapport à ça, l'effet volume sur le prix, en fait, va forcément pousser les hôpitaux à acheter s'il n'y a pas une réglementation qui dit, ben non, si tu as une solution française, mais je pense aussi européenne, parce que sinon, ces boîtes-là qui sont françaises aujourd'hui, le jour où il faudra qu'elles lèvent des fonds, si elles passent et qu'elles deviennent américaines, on a tout perdu. Oui. Donc je pense qu'il faut quand même favoriser aussi des consortiums industriels à une échelle européenne, sur un marché européen aussi. Parce que j'ai reçu pas mal de messages qui me disaient notamment qu'il y avait parfois des incohérences, notamment avec Intuitive Surgical qui vend le robot Da Vinci. C'est un robot qui coûte 2 millions d'euros, qui coûte 4 000 euros par procédure. Il y a 200 000 euros de consommables, mais aussi 200 000 euros de services en SAV.
et qu'au final, la logique économique, elle n'était pas réellement là. Voilà, là, il faudrait rentrer dans les détails, mais c'est assez différent sur Intuitive, parce que Intuitive, ils ont un monopole mondial sur ce niveau de technologie robotique, dans plein de spécialités. Et au début, tous les établissements de santé ont résisté. Ils ont dit, non, mais vous êtes fous, c'est beaucoup trop cher. Et au bout d'un moment, tu as les médecins français qui apprennent pendant leurs études, qui sont formés sur ce type de robots. Quand ils partent à l'étranger, il y a ces robots partout. Et ensuite, il suffit qu'il y ait un des établissements de santé de ton périmètre qui achète le robot pour les chirurgiens, et tu as une distorsion de concurrence entre établissements de santé. Et c'est comme ça qu'ils se sont implantés petit à petit, parce que les établissements se sont dit, on ne peut pas faire autrement que d'acheter ces robots. Mais à la limite, ça, moi, ce n'est pas ce qui me choque. Ce qui me choque, c'est qu'on soit incapable en Europe de construire une alternative à Intuitive. On est incapable. Ça veut dire que toute la technologie, je ne sais pas, italienne ou allemande sur de la mécanique de précision, tout ce qu'on pourrait retrouver voilà, en Angleterre ou en France ou dans d'autres pays sur tout ce qui va être pilotage automatique de procédures à base d'IA, on a les compétences technologiques, mais derrière, il faut être capable de mettre des fonds. Il faut être capable d'investir et avoir ça en Europe. Et c'est ce qui nous manque. Alors il y a peut-être Moon Surgical qui pourrait sortir du lot. Ça te oui. parle? Encore une fois... Mais c'est pas un robot qui opère sur les opérations lourdes comme le Da Vinci, mais c'est une alternative intéressante pour assister le chirurgien. Oui. Non, mais tu as plein de choses. Moi, j'en ai fait en cardio, tu avais des boîtes françaises, tu avais des startups qu'on a testées. Mais à la fin, ce qui nous manque, c'est la constitution de gros industriels. Si tu n'as pas cette trajectoire de gros industriels, à un moment donné, ils vont chercher des fonds ailleurs et on aura tout perdu. Et pour moi, c'est pour ça que je pense que c'est dangereux de ne parler que start-up, petite boîte. Il faut aussi avoir une stratégie de consolidation de gros industriels européens. Alors c'est intéressant parce que tu ouvres une voie que je n'avais pas forcément envisagée. Comment on fait ça ? En fait, la souveraineté, je vais essayer de te donner une définition, ma définition, je ne dis pas qu'elle est universelle, la souveraineté, c'est la capacité pour un pays ou un système, comme le système de santé, ou un hôpital, à être maître de son destin. Pour faire ça, la seule solution, c'est qu'il y ait une alliance, et pas juste des appels d'offres, il faut qu'il y ait une alliance entre les pouvoirs publics et les industriels. Et tous les pays qui ont reconquis leur souveraineté, dans tout secteur, les Chinois, les Américains, les Japonais aujourd'hui, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent une sorte d'alliance entre la puissance publique qui régule, qui favorise les industries et qui se met d'accord avec les industriels pour faire monter en puissance les industriels. Et derrière ça, tu as un consortium aussi avec des fonds. Et c'est une sorte d'alliance entre ces trois parties, puissance publique, industrielle et fonds, en disant on a comme objectif de créer un gros opérateur dans tel secteur. Je te donne un exemple. Tu sais, on critique beaucoup le fait que la santé en France coûte cher. En termes de pourcentage de PIB, tu es sur 11-12% du PIB en France. Au Japon, c'est pareil. Et pourtant, le Japon, ils ont beaucoup moins de délais d'attente pour accéder aux médecins. Et c'est méga tech. Il y a de la robotique partout. Et pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils se sont dit, ils doivent gérer comme nous le mur du vieillissement de la population. C'est une population qui vieillit comme la population française. Ils se sont dit, de toute façon, il faut investir dans la santé, sinon on ne soignera pas les vieux. Dès lors qu'ils ont fait ce choix de mettre le paquet en termes de pourcentage de PIB sur la santé pour s'occuper des vieux, ils ont dit cet argent il doit être recyclé pour créer de la valeur économique dans notre pays. Eux, ils ont choisi comme axe de développement la robotique. Mais nous, on pourrait dire, en France, en Europe, j'en sais rien, c'est le numérique, c'est tel ou tel sujet. Et donc, en fait, tu vois, ça se joue dans une sorte d'alliance entre la puissance publique et les industriels. Alors pourquoi ça n'existe pas en France aujourd'hui, ça ? Moi, je vais te dire un truc que je ressens. Parce que la BPI, par exemple, pourrait jouer ce rôle. En fait, pour te dire ce que je ressens, parce que bon, quand même, je suis un vieux de la vieille dans la santé, ça fait 25 ans que j'y suis, et je suis un militant de la souveraineté depuis toujours. J'ai dirigé des cliniques françaises, je me suis démerdé pour qu'elles ne soient pas rachetées par des fonds, et c'est moi qui ai racheté, et c'est resté une clinique de médecins. J'ai passé 4 ans au service de l'État pour militer pour un numérique souverain. On a reconstitué un carnet de santé numérique souverain. Là, je rentre dans un groupe qui veut créer un opérateur souverain. Donc, c'est vraiment quelque chose qui importe pour moi parce que ce qui compte là-dedans, c'est qu'on protège les plus fragiles. La perte de souveraineté, ça impacte d'abord les plus fragiles. Ça impacte les gens qui perdent leur emploi. Tu vois. Et donc, globalement, c'est un sujet qui est clé. Et ce que je ressens depuis ces 20 dernières années, c'est que la doctrine nationale, c'est-à-dire la pensée française, n'est pas souveraine. Quand tu regardes en fait toutes les grandes orientations politiques qui ont été données sur les 20 dernières années, je parle de la santé, mais je pense que c'est vrai dans beaucoup d'autres secteurs,
tu n'as pas une affirmation forte de souveraineté. Et tu vois, il y a plutôt, non mais c'est bien si l'argent, quel que soit l'endroit d'où vient l'argent, si on investit en France, ça va créer des emplois. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on se dépossède en fait de nos actifs. Et en fait, parce que tu n'avais pas une culture industrielle souveraine en France. C'est culturel. Tu l'as un peu en Allemagne, ils ont voulu préserver l'automobile. Tu l'as au Japon, tu l'as en Chine, tu l'as aux États-Unis, tu commences à l'avoir dans certains pays. Et nous, on n'avait pas cette culture-là et on paye en fait ce manque de clairvoyance pour moi, que en fait c'est une sorte de compétition internationale et que si on n'est pas souverain, on ne sera pas maître de notre destin. Et ça, vraiment, je l'ai vécu de l'intérieur de l'État, que la doctrine de souveraineté, elle n'était pas claire, en fait, même au sein de l'État. Alors, coup de chance, on a un super commercial maintenant de la souveraineté européenne, il s'appelle Donald Trump, donc il bouscule tout le monde, donc ça a fait réagir tout le monde. Mais c'est vrai que, vrai que ça fait réagir. Mais ça, là, c'est récent. Et donc, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie souveraine. Et ce qui me fait râler, pour te le dire d'une façon aussi assez sensible, plus que direct, sensible, c'est qu'en fait, si les gens raisonnables, modérés, moi je me mets plutôt dans ce camp-là, ils ne se saisissent pas de la souveraineté, c'est les extrêmes qui se saisiront de la souveraineté. Et oui. Et c'est ça qui va se passer. Et d'ailleurs, on a du mal même à dire préférence nationale, parce que ça renvoie à quelque chose d'assez sombre. De xénophobe, etc. Ouais, exactement. Mais c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. En tout cas, mon avis, David, est vraiment... J'ai pas de vérité, parce que c'est des sujets compliqués, bien sûr, mais sans affirmation politique et sans alliance entre les pouvoirs publics et les industriels, on ne construira pas de la souveraineté, c'est trop complexe. Est-ce que tu aurais une mesure qu'on pourrait appliquer demain, sans parler de France 2030, parce que c'est le truc à la mode, mais si on faisait un France 2025 demain matin, une mesure qui serait applicable immédiatement pour aider la medtech, la healthtech française à pouvoir vendre ses produits ou ses services, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pour moi, le meilleur mécanisme de distribution de la valeur économique, ce n'est pas l'État aux startups, aux industriels, ça doit passer par les offreurs de soins, les médecins, les cabinets médicaux, les infirmières, les hôpitaux, tu vois, tous les offreurs de soins. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui sont le plus au contact des besoins d'usage. Et donc, plutôt que de subventionner des boîtes directement par l'État, moi, je milite plutôt pour donner vraiment de l'argent avec des obligations, en fait, donc en étant coercitif, d'équipements français avec un certain niveau d'exigence et avec un niveau d'innovation pour mettre la pression dans les mécanismes d'achat à ces offreurs de soins. Si tu fais direct de la subvention de l'État, on va passer dans quelque chose qui sera décollé du terrain. Donc, en gros, je te donne un hôpital sur le sujet du numérique, par exemple. Tu as plein de solutions, pas que françaises, tu en as plein différentes. C'est entre 1,5 et 2% du chiffre d'affaires d'un hôpital. C'est presque rien. Franchement, sur ce sujet-là, un hôpital devrait acheter à l'étranger que s'il n'a pas d'alternative française ou européenne, dans cet ordre-là. Et dès lors qu'il y aurait cette obligation-là, et si on leur donnait plus d'argent pour qu'ils dépassent et qu'ils investissent 3, 4, 5% de leur chiffre d'affaires, ça serait recyclé en fait dans l'économie du pays. Et en plus de ça, on améliorerait les conditions de travail des soignants. À mon avis, il faut que ça passe directement par les offreurs de soins avec des obligations hyper strictes sur la façon dont ils achètent pour recycler dans l'économie française. Et pareil pour les cabinets médicaux, les médecins. Donc ça, tu penses que dès demain matin, ça peut permettre de générer plus de business pour les healthtech et les medtech françaises? Plus de business et surtout de tirer le pays vers le haut, parce qu'en fait, l'argent, il est recyclé chez nous. Oui. Mais cette affirmation politique, sincèrement, encore aujourd'hui, on en parle, mais entre en parler et agir vraiment sur cette question de souveraineté économique, on n'y est pas encore. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs couloirs de nage. Quand on voit la HAS, la NSM, le MDR, les CHU, les medtech ont besoin de vendre rapidement. La NSM, pour faire des essais cliniques, c'est souvent 24 mois. La HAS, pour avoir le remboursement... En fait, pour moi, ça, c'est le faux problème. Je pense que c'est le faux problème. C'est-à-dire que si tu avais des dispositifs d'innovation qui permettraient aux offreurs de soins, encore une fois, d'acheter de l'innovation, à ce moment-là, tu pourrais comprendre qu'il y a un monde un peu plus long, en fait, pour faire quelque chose qui devient pérenne en termes de dispositifs de remboursement. Tu pourrais l'entendre pour des questions éthiques, pour des questions déontologiques, parce que de l'innovation, tu en as partout, il faut qu'il y ait des éléments de preuve. Moi, surtout, ce qui me gêne,
c'est qu'on n'a pas mis en place une doctrine pour dire d'entrée, via les hôpitaux, vous avez un budget dont vous devez prouver qui consomme de l'innovation technologique. C'est ce qu'ils font en Allemagne. En Allemagne, globalement, sur les dispositifs médicaux, en fait, ils valorisent beaucoup le remboursement de tous les dispositifs médicaux innovants et ils achètent moins cher les dispositifs courants. Parce qu'il y a un ADN d'innovation, parce qu'ils ont une culture industrielle, ils savent que c'est par là qu'on tracte l'innovation et la valeur économique. Et en fait, si ça existait, tu pourrais entendre que l'HAS, que la NSM, ils mettent du temps à valider les process, parce qu'il faut aussi quand même, on est redevable quand même de quelque chose qui soit correct d'un point de vue du soin. Et donc, moi, tu vois, c'est le faux problème, la lenteur. Le vrai problème, c'est qu'on ne consacre pas suffisamment de budget auprès des offreurs de soins avec des directives claires et des doctrines claires pour qu'ils achètent dans l'économie du pays. Merci Dominique pour cet échange vraiment très nourrissant. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Eh bien voilà, ce que je retiens de notre entretien, c'est qu'entre Américains et Français, la préférence nationale doit s'imposer et à défaut, choisir européen.